Voilà, de retour sur ce plateau d'analyse, mesdames et messieurs. Nous vous disons encore merci de votre fidélité. Idrissa Condé m'a accompagné dans cette émission. Nous parlons tout à l'heure de l'ouverture plutôt du procès de Jamal Khashoggi, de l'assassinat plutôt du procès de Jamal Khashoggi en Arabie Saoudite. Le procureur général a requis, disons, 5 peines de mort contre 5 accusés sur les 11 accusés dans cette affaire. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir justement dans ce procès? Est-ce un procès politique? Est-ce un procès qui va porter fruit quand on sait bien que de l'autre côté en Turquie, Ankara réclame encore l'extradition de ces personnes présumées puisque l'acte s'est passé dans l'ambassade de l'Arabie Saoudite dans ce pays et depuis le 2 octobre. Ce que je peux dire, c'est une affaire d'État. C'est une affaire qui relève de la responsabilité de l'État saoudien. On ne peut pas comprendre qu'un journaliste du niveau de Jamal Khashoggi soit tué à l'intérieur même du consulat saoudien à Istanbul. Ça ne peut relever que d'un secret d'État. Du moment où ça relève du secret d'État, ça veut dire que ce qui s'est passé à l'intérieur du consulat saoudien ne peut pas ne pas être connu de ceux-là qui étaient au consulat le jour-là. Et de ce point de vue, le prince Ben Salman de l'Arabie Saoudite a beau s'expliquer sur son innocence par rapport justement à ce qui est arrivé, on ne comprend pas. Il aurait été tué dans une opération organisée, absolument, de mon point de vue, supervisée par deux responsables qui ont été destitués. Mais on ne peut pas ne pas engager la responsabilité de l'État saoudien dans cette affaire criminelle. Je pense simplement que Khashoggi travaillait pour le Washington Post et qu'il avait beaucoup d'informations qui n'étaient pas en faveur justement du gouvernement saoudien, donc du pouvoir de Riyad, et qu'il était critique vis-à-vis du gouvernement saoudien. De ce point de vue-là, il y a des éléments de rattachement. C'est pourquoi j'aurais souhaité qu'il y ait un procès à Istanbul en vertu... Vous auriez voulu qu'il y ait eu un procès absolument à Istanbul parce qu'on aurait eu plus de chance. Mais là, c'est passé sur un territoire. Oui, mais évidemment. Non. C'est sur le territoire saoudien, puisque la représentation en vertu du principe de territorialité justement des locaux diplomatiques. Je suis d'accord. Le principe de territorialité ou de l'extraterritorialité des locaux diplomatiques est un principe en droit international, c'est vrai. Mais aujourd'hui, pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire, je ne pense pas, malgré la légitimité de la justice saoudienne, je ne pense pas que la justice saoudienne soit en mesure de rendre une décision de justice qui mettrait en jeu la responsabilité pénale du royaume d'Arabie Saoudite dans cet assassinat de Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul. Qu'est-ce qui va alors changer dans ce procès, dans cette affaire plutôt d'assassinat? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez nous dire que la vérité ne verra pas jour dans cette histoire? Je pense qu'il y aura une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. C'est-à-dire que la vérité que l'État saoudien voudra donner de cette histoire. Parce que déjà, vous avez suivi les explications de Riyad. Parce que Washington, qui dans un premier temps a nié cet assassinat et juste après qui a reconnu quand même la disparition et la mort même de Jamal Khashoggi. Les partenaires multilatéraux du royaume saoudien ont communiqué. Vous avez suivi la communication de Donald Tusk, qui est le président du Conseil européen. Vous avez suivi également les recriminations du président Donald Trump aux États-Unis. Donc il y a généralement, en ce qui concerne ce dossier-là, une affaire d'État. Une affaire d'État au cœur de la politique étrangère de l'Arabie Saoudite, qui malheureusement a amené avec lui Jamal Khashoggi. Il y a ce procès qui se tient à Riyad. On verra ce que ça donnera en termes de responsabilité pénale, mais il faut rappeler que le prince Ben Salman a reconnu finalement que l'Arabie Saoudite reconnaît que Khashoggi a été tué à l'ambassade d'Arabie au consulat saoudien à Istanbul et qu'il y avait 2 hauts responsables saoudiens qui travaillaient dans ce consulat qui ont été immédiatement relevés de leurs fonctions. Ça veut dire qu'il y a une partie de la responsabilité qui incombe à l'État saoudien, ne serait-ce que du point de vue de la commission de l'infraction. Maintenant, par rapport à la famille de Jamal Khashoggi, ils ont été interdits de sortir du territoire saoudien. Son fils a été reçu au palais royal saoudien, à Riyad,
par le prince Ben Salman, et ils ont voulu faire en sorte qu'on fasse croire que le gouvernement saoudien n'a aucune responsabilité dans ce qui est arrivé. De mon point de vue, il y a bel et bien une responsabilité saoudienne, et l'ouverture du procès, la procédure pénale telle qu'elle a été accélérée avec les réquisitions du parquet jusqu'à ce que le parquet demande à ce qu'on condamne les 5 présumés auteurs de ce crime crapuleux au consulat saoudien à Istanbul. De mon point de vue, ça dénote de la responsabilité plus ou moins ambiguë de l'Arabie saoudite dans ce dossier criminel. Voilà, certainement la suite de ce procès va nous élucider, puisque déjà les avocats de la défense ont demandé un arrêt et juste continuer à étudier le dossier déjà en cours par rapport à l'accusation de leurs clients. Nous y reviendrons très prochainement dans cette émission. À présent, nous revenons en Guinée, dans la capitale, précisément. Nous allons tâter l'actualité politique. 2018 s'en va, 2019 s'annonce. C'est l'heure des bilans dans l'arène politique. La Guinée a été marquée par beaucoup d'événements, notamment les élections communales et surtout les contentieux électoraux au cours de cette année. Nous revenons sur ce plateau et en même temps nous recevons Youssouf Kamara qui est membre du bureau exécutif de l'IFDG. Bonsoir Monsieur Kamara. Bonsoir Monsieur Traoré, bonsoir Monsieur Condé. Bonsoir à vous. Le consultant maison. Merci. Voilà, de retour sur ce plateau. Bonne année à vous. Et merci. nous touchons justement ce sujet. Déjà, bonne année à vous. Oui, à vous de même. Allez. Alors, ok, donc la première question aujourd'hui, quel regard sur 2018 en termes politiques? Je laisse la main. En termes politiques, nous allons dire que c'est un regard assez sombre. Assez sombre parce que ça a été une année de contestation. Une année de discorde politique sur des questions du respect de la loi, de la légalité, sur les violations des accords politiques que nous avons suivis. Mais ce qui reste clair, cette année a été marquée en début d'année par l'organisation des élections communales et communautaires. Vous avez un regard sombre, pourtant, vous vous êtes fait élire. Oui, non, le débat n'est pas à ce niveau. Du point de vue constitutionnel, nous devons aller à ces élections depuis 2011. N'est-ce pas reluisant alors le bilan? Je pense pas. Je crois qu'on pouvait faire plus parce qu'au moment où nous parlons, jusque-là, il y a quelques dizaines de communes qui restent encore non installées. Et ça fait près de 9-10 mois, presque une année maintenant, à partir du février prochain, nous serons à une année. Et ce qui est du jamais vu dans notre pays, c'est extrêmement grave. Finalement, on a l'impression que les Nations Unies et l'Union africaine sont unanimes par rapport à cet état de fait. Mais évidemment, parce que vous savez, une élection n'est pas parfaite. Une élection, c'est par rapport à la crédibilité. Est-ce que les Congolais sont allés voter? Oui. Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans certains bureaux de vote? Oui. Quelle est la nature et quelle est la gravité de ces irrégularités? Est-ce qu'elle peut porter atteinte à la crédibilité et à la qualité de l'élection présidentielle? L'Union africaine a dit non. L'Union européenne également demande simplement le respect parce que pourquoi l'Union européenne est inquiète et les États-Unis? C'est par rapport justement au fait qu'on a coupé toutes les télécommunications. Et donc, le gouvernement... Chose qui est inquiétante, pourquoi? Mais le gouvernement l'a fait pour éviter justement les polémiques qui avaient commencé à naître. Est-ce que c'est par une rapport... raison? C'est une raison. Tout le monde de bénéficier des nouvelles technologies. C'est peut-être excessif. La communication. C'est peut-être excessif. Mais au-delà encore, il y a la le RDC, correspondant, par exemple, de RFI dont l'accréditation a été annulée. Finalement, oui. On a l'impression qu'il y a une façon de faire une même base sur ces résultats. Je n'apprécie pas, c'est vrai, beaucoup l'attitude du gouvernement congolais. Je n'apprécie pas du tout l'attitude du président, notamment Kabila, qui a organisé ces élections malgré lui, parce qu'il y avait une énorme pression de la communauté internationale, notamment des États-Unis et de l'Union européenne, c'est vrai. Mais en même temps, la RDC, c'est plus de 70 millions d'habitants. C'est le pays le plus peuplé en Afrique centrale. Et vous savez qu'il y a un conflit énorme depuis l'assassinat de Patrice Lumumba. Vous avez vu le règne de Mobutu Sese Seko Wazabanga et également Laurent Kabila père, Laurent Désiré Kabila père, et dont le fils c'est Joseph Kabila qui est le président actuel et sortant de la RDC. Et donc aujourd'hui, il y a une question géopolitique en Afrique centrale. La RDC est un pays très important pour les États-Unis et pour l'Union africaine dans cette région, avec 70 millions d'habitants. La paix
c'est un pays riche en ressources minières et dont la stabilité et la tranquillité comptent beaucoup en relations internationales, en matière de paix et de sécurité internationale. C'est pourquoi l'Union africaine y a envoyé une mission d'observation électorale. C'est pourquoi le gouvernement des États-Unis et l'Union européenne tiennent au respect. Même le Canada, invite au respect scrupuleux de la volonté du peuple souverain du Congo. Pourquoi on le dit? Parce que le parti au pouvoir a un candidat et le président Kabila est sortant. Donc on se dit, est-ce que le gouvernement congolais travaille pour rendre la justice démocratique ou bien pour mettre son candidat? Est-ce que ce n'est pas une possibilité, une opportunité pour le parti au pouvoir qui bloque déjà, avec le gouvernement qui bloque toutes les communications, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour eux de faire des résultats, ce qu'ils veulent? Non. Si chaque acteur parti aux élections a son représentant dans tous les bureaux de vote, de l'élection dans le bureau de vote à la centralisation, au dépouillement, à la centralisation, chaque acteur a son représentant. Donc il appartiendra aux différents partis politiques candidats en liste à ces élections de veiller à la transparence du scrutin et de relever toutes les insuffisances pour constituer le contentieux électoral. Mais avant cela, il est de leur responsabilité de veiller à ce que leurs représentants dans les bureaux de vote puissent... N'y avait-il pas de mesures pour empêcher les gens de communiquer les résultats au lieu d'empêcher quand même vous savez, c'est pour... moi, c'est vrai que je suis contre la restriction intégrale de la liberté des communications, mais en même temps, je comprends la nécessité de restreindre notamment l'Internet pour éviter le chaos dans le pays, pour éviter le chaos. Imaginez un scénario d'un pays de 70 millions d'habitants où des candidats en liste se déclarent chacun victorieux. Chacun dit, le candidat du parti au pouvoir dit j'ai gagné, le candidat du MLC de Tshisekedi dit j'ai gagné, le candidat de Jean-Pierre Bemba dit que j'ai gagné, le Vital Kamerhe dit que j'ai gagné. Donc il y a une cacophonie totale qui s'installe dans le pays. Pour éviter cela, la CENI, qui est la Commission électorale nationale indépendante, qui comprend les représentants des différents acteurs politiques, cette CENI a la responsabilité institutionnelle au plan légal de dire les résultats. Maintenant, il faudrait que ce résultat reflète la volonté du peuple souverain de la RDC. C'est la demande qui est formulée par le gouvernement des États-Unis, par l'Union africaine et par l'Union européenne. Et j'espère que le gouvernement congolais travaillera pour la paix en RDC à la publication des résultats issus des urnes et de la volonté du peuple souverain de la RDC. Un pays marqué aussi par la religion chrétienne, en tout cas beaucoup d'organisations chrétiennes dans ce pays, qui, ma foi même, les représentants de l'Église ont demandé à ce que ces résultats, les résultats issus des urnes, soient publiés. Finalement, est-ce que vous, aujourd'hui, quand vous regardez le Congo, avec à moins de 2 jours, vous avez l'impression que les résultats sortiront sans problème? De mon point de vue, il y a un problème qui va naître. Parce que, honnêtement, je pense que le gouvernement travaille à la victoire de son candidat. Et si c'est le cas, ça veut dire que déjà il y a une partie prise de l'État. Maintenant, la question, est-ce que le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante, même l'Église épiscopale, vous avez vu le message de l'Église, l'Église même demande à ce qu'il y ait la neutralité de l'administration. Le principe, c'est que l'administration est neutre. L'administration ne prend pas part au processus électoral. Mais nous sommes en Afrique, nous connaissons les réalités africaines, notamment les réalités de la RDC. Donc, le risque imminent, c'est l'intrusion de l'administration dans le processus électoral et en prenant parti pour l'un des candidats au scrutin. En ce moment, nous rentrerons dans un jeu dangereux pour la paix et la sécurité et nous espérons que le gouvernement de la RDC comprendra la nécessité de maintenir la paix et que la paix n'a de prix qu'en respectant la décision du peuple souverain du Congo. Si le peuple du Congo a élu le candidat du parti au pouvoir, tant mieux, mais si le peuple du Congo n'a pas élu le candidat du parti au pouvoir, il faudrait avoir le courage de proclamer ces résultats, seul gage du respect de la paix et de la sécurité en RDC. Voilà, bonne chance aux Congolais. Jour J-2, nous suivrons cette actualité avec beaucoup d'attention. Ici, ça n'est terminé pour ce numéro et le dernier numéro, bien sûr, de la semaine. Idrissa Condé, merci d'être passé dans cette émission. C'est une obligation et bon week-end à nos téléspectateurs. Le programme demain avec le best-of. Nous, on vous dit au revoir
et à lundi.